Bon matin à tout le monde. Bienvenue à notre webinaire sur les défis de la protection des données et de la relève avec notre partenaire Commvault. Moi, je suis André Vinette, je suis architecte de solutions en gestion de données chez ITI depuis 10 ans. Puis j'ai une expertise aussi avec des projets de gestion de données depuis plus de 25 ans. Ce matin, on a Jérôme Laflamme et Éric Flynn, tous les deux conseillers techniques chez Commvault, qui vont présenter là, les différents enjeux là, pour la protection et la relève d'infrastructures hybrides et multi-cloud. Donc, on va présenter les différents enjeux, puis ensuite, on va avoir une démonstration de comment c'est adressé au niveau de la console Commvault. Donc, ça va vous donner un peu une vision là, sur l'interface. Durant la présentation, si vous avez des questions, vous pouvez écrire vos questions dans le chat, puis on va essayer d'y répondre là, entre chaque section de la présentation, puis on va aussi avoir une période de questions à la fin. La présentation sera enregistrée, puis par la suite, on pourra vous faire parvenir là, un lien par courriel là, pour pouvoir la revisionner. Donc, sans plus tarder, je vais donner la parole à Éric. Alors, bonjour tout le monde. Merci de nous accueillir ce matin et de prendre le temps avec nous. Donc, comme l'a dit André, ce qu'on va discuter aujourd'hui, c'est la manière dont la plateforme Commvault va pouvoir aider les organisations comme la vôtre à relever les défis qui sont posés par la nouvelle ère de transformation numérique dans laquelle on est présentement. Comme vous l'avez tous vu dans les 12 derniers mois, la façon qu'on travaille a beaucoup changé, beaucoup évolué. La pandémie a fait en sorte que la plupart des employés travaillent maintenant à l'extérieur du bureau. Il y a des nouvelles technologies, cloud et des applications SaaS qui ont dû être adoptées rapidement afin de permettre à nos utilisateurs de continuer de collaborer de façon efficace et de pouvoir maintenir les opérations. Donc, on a maintenant plus de workload, plus de données éparpillées dans plus d'endroits que jamais, ce qui, à son tour, ajoute de la complexité puis augmente les risques dans nos environnements. Donc, on va voir dans la présentation comment Commvault peut vous aider à relever les nouveaux défis auxquels on fait face dans cette ère de transformation dans laquelle on est. Alors, un petit peu sur Commvault. Donc, la vision chez Commvault, c'est vraiment de fournir la tranquillité d'esprit qui va permettre aux gens de faire des choses exceptionnelles avec les données. Puis, on accomplit notre mission en permettant à nos clients de libérer le potentiel de leur organisation et de découvrir des informations pertinentes sur leurs propres données pour redonner de la valeur aux organisations. On comprend très bien que de gérer plus de complexité tout en développant continuellement une entreprise ou une organisation, c'est un défi en soi. Puis le faire de façon transparente pour les clients et les partenaires, ça rend les choses encore plus difficiles. Ça devient donc une importance cruciale pour vous de pouvoir stocker, protéger, optimiser et utiliser vos données, peu importe l'endroit où est-ce qu'elles vivent, que ce soit sur site, dans le cloud, dans des applications SaaS et ou dans des environnements hybrides. Chez Commvault, on pense que ça doit être fait de la façon la plus flexible, la plus simple et la plus évolutive possible. Puis que vous devriez avoir la possibilité de choisir le modèle de livraison ou les combinaisons de modèles de livraison entre des logiciels traditionnels, perpétuels ou souscription, en tant que service, sous forme d'appliance ou en mode service géré pour que ça s'aligne avec les exigences de votre organisation. C'est exactement ce que la plateforme Commvault propose. Notre plateforme de services de données intelligents est intégrée, aide les organisations à combler ce qu'on appelle le Business Integrity Gap. Puis on va définir un peu plus tard dans la présentation c'est quoi le Business Integrity Gap. Pour nommer quelques groupes de fonctionnalités qu'on a dans la plateforme, donc on a toutes les fonctionnalités qui vont nous permettre de gérer et protéger notre information. On a tout l'aspect de sécurité, protection contre les ransomware, s'assurer de la disponibilité de nos données, les éléments de conformité qui vont nous aider à rencontrer les exigences gouvernementales, sociétales et les normes de régulation telles que GDPR. Comment aider à transformer les organisations. Donc, on a des outils pour aider à transformer les workloads, que ce soit des workloads qui sont plus traditionnels, des données plus traditionnelles, les amener dans des workloads plus modernes. Alors, on a les fonctionnalités pour faire ça. Et puis, finalement, ce qu'on appelle savoir ou insight en anglais, donc des technologies qui vont vous permettre de vraiment avoir une bonne visibilité sur de quoi sont composées vos données et surtout de pouvoir déterminer les actions à prendre pour s'assurer qu'il n'y a pas d'exposition, de coulage, s'assurer que les bonnes données soient au bon endroit au bon moment.
Cette année, Commvault, on célèbre notre 25e anniversaire. Ça fait donc un certain temps qu'on est sur le marché. Puis je pense qu'au fil du temps, on a appris une chose ou deux au niveau de la gestion des données. Puis en tant que tel, Commvault a été reconnu comme un leader 9 années consécutives dans le Magic Quadrant de Gartner pour les solutions de sauvegarde et de restauration. Puis également dans l'itération 2020 du rapport sur les capacités critiques, Commvault s'est classé numéro 1 dans les 3 cas d'utilisation évalués pour les environnements physiques, virtuels et cloud public. Alors, ce que ça veut dire, c'est que quand vous choisissez Commvault comme partenaire pour la gestion de vos données, vous n'avez pas besoin de déployer plusieurs solutions de pointe parce que Commvault est en mesure de couvrir le spectre le plus complet de l'industrie dans une plateforme qui est entièrement intégrée, puis dans une interface de gestion unique, simple et intuitive. Avec la maturité qu'on a acquis au fil du temps, Commvault a la capacité de comprendre d'où vous venez, où est-ce que vous êtes aujourd'hui, où vous devriez être aujourd'hui, et aussi nos innovations constantes vont vous aider à arriver là où vous avez besoin d'être demain et à plus long terme. Puis on va voir maintenant pourquoi c'est important. On comprend que maintenant on vit dans plusieurs mondes. Au fil du temps, on a adopté des technologies nouvelles et puis on va continuer d'en adopter. Puis il faut maintenir un équilibre entre les environnements de données et les nombreux workloads de différentes générations que vous avez dans vos environnements. Ce que ça fait en adoptant des nouvelles technologies, c'est que ça vient créer un éparpillage de données qu'on va dire multigénérationnel. Donc, les données sont littéralement éparpillées partout. Puis à mesure que l'organisation grandit et évolue, la réalité, c'est qu'on ne pourra jamais éliminer complètement l'éparpillage des données dans nos environnements. Par contre, il faut le gérer de la manière la plus simple possible, la plus efficace, pour que votre entreprise puisse suivre l'évolution du marché et de la technologie et continuer de se développer. Puis l'éparpillage des données, ça augmente le risque et puis ça va freiner la croissance souvent des organisations. Si on regarde à l'écran ici, on peut voir qu'on a maintenant plusieurs silos de données qui sont éparpillés sur différents types de technologies. Il y a l'endroit où est-ce que les environnements de données sont aujourd'hui, et puis il y a l'endroit où vous devriez être pour être en mesure de soutenir la croissance de votre organisation. Donc, si on regarde certains facteurs de difficulté ou certains facteurs de risque qu'on a dans nos environnements aujourd'hui, il y a la fragmentation des données et les points de faille. Donc, la fragmentation de données, ça introduit beaucoup d'inefficacité dans nos environnements, augmente le risque de perte de données lié à la restauration et tout ça. Donc, il y a un risque qui vient s'introduire à ce niveau-là. Le fait qu'on a plusieurs silos, bien, ça vient augmenter la surface potentielle d'attaque pour les cybercrimes. On est de plus en plus confronté à des demandes gouvernementales et sociétales qui sont de plus en plus lourdes, avec des normes, comme je le disais tantôt, comme GDPR, CCPA, puis d'autres réglementations à laquelle on doit faire face. Ce qui va provoquer qu'on va avoir une incapacité à évoluer et à innover en lien avec les demandes du marché. Aussi, nos environnements vont souvent avoir un manque d'automatisation et d'efficacité des processus qui va avoir un impact sur nos équipes informatiques, qui vont entraîner des coûts de stockage et de ressources plus élevés qu'à la normale, puis qui peut entraîner une perte de disponibilité des données. Fait que tout ça ensemble, ce sont des facteurs auxquels on est confronté, puis qui vont constituer ce qu'on appelle le Business Integrity Gap. Donc, avec les fonctionnalités de la plateforme Commvault qu'on a nommée tout à l'heure, on est en mesure vraiment de pouvoir venir vous aider à faire face à ces défis-là. Et puis, on a la plus vaste couverture technologique de l'industrie. Donc, peu importe que ce soit dans un fournisseur cloud XY, une application SaaS quelconque, on-premise, dans des systèmes de stockage de différents types, différents fabricants, on a une intégration directe avec la majorité de ces technologies-là pour pouvoir faciliter la gestion et la protection de nos informations. On parlait de flexibilité. Donc, la solution de Commvault est très flexible face à la façon qu'on peut le déployer. Donc, on peut la déployer on-premise dans nos data centers, que ce soit une architecture traditionnelle physique ou avec des serveurs virtuels. Donc, c'est des serveurs et du stockage. On a notre technologie Commvault Hyperscale X, qui est un software-defined scale-out architecture, avec lequel on a des architectures références qui vont vous permettre de pouvoir bénéficier d'économies d'échelle, en fait, avec les partenariats que vous avez déjà avec les manufacturiers de serveurs. Donc, on va utiliser des serveurs standards d'industrie sur lesquels on installe notre code Hyperscale qui vont venir faire une expérience un peu d'appliance.
On peut également déployer la solution Commvault dans le cloud en mode IaaS. Donc, on va déployer des serveurs dans le cloud avec du stockage cloud, installer le code dessus. Commvault, une des particularités qu'on a dans le cloud, c'est qu'on est en mesure de pouvoir faire le power management des composants de l'infrastructure. Donc, on peut les allumer, les fermer au besoin de façon automatique. Donc, ça vient contribuer à réduire les coûts. Et puis aussi, au niveau de la performance, on a une fonctionnalité d'autoscale qui va faire en sorte qu'on va pouvoir augmenter dynamiquement les ressources de nos machines pour faire face à des périodes de pointe ou déployer, par exemple, plusieurs proxys lorsqu'on a un plus grand volume de données à protéger qu'à l'habitude. Et puis finalement, on a aussi une offre SaaS complètement qu'on a développée qui s'appelle Metallic, qui va vous permettre de protéger des applications comme Office 365 et Salesforce, autres web apps, protéger les données qui maintenant peuvent se retrouver sur des postes de travail en périphérie. Les workload core, donc que ce soit les VM qui se roulent dans le cloud ou on-premise. Et aussi, on a un service de stockage qui s'appelle Metallic Cloud Storage Services qui permet de pouvoir envoyer une copie secondaire de vos données vers le cloud de façon complètement intégrée et gérée à travers la plateforme unique qu'on a chez Commvault. Et puis, tous ces modèles de déploiement-là peuvent être déployés en même temps. Donc, on peut vraiment avoir la flexibilité qu'on a besoin pour soutenir les impératifs de nos organisations. Alors, sur ce, on va passer à une petite démonstration. Jérôme va prendre le contrôle et puis il va vous faire la démonstration de notre interface de gestion unique afin de pouvoir vous montrer comment c'est simple, intuitif et facile à utiliser. Donc, bonjour. Est-ce que mon écran est correctement affiché? Oui, on voit ton écran. Parfait, merci Eric. Donc, aujourd'hui, je vais vous montrer rapidement de quoi a l'air l'interface de Commvault dans sa version actuelle. Donc, comme vous voyez, c'est une interface super agréable et super simple à utiliser où on a à l'ouverture des dashboards qui permettent d'avoir un bon résumé de l'état de santé et l'état de la situation. On a différents dashboards qui peuvent résumer différents points de vue pour la gestion, puis on peut en créer des personnalisés si on le désire. Donc, ça, c'est la façon simple d'entrer. Et puis, une fois qu'on a accédé à la console, on a à gauche ici les options dont Eric vient de décrire. Donc, protéger, disaster recovery, puis activate. Donc, protect est la partie, on va dire, backup and recovery. La partie disaster recovery sert plus à l'orchestration des réplications pour l'automatisation et l'orchestration de votre plan de relève. Et la partie activate comprend les fonctionnalités qui sont un peu plus comme l'intelligence, là, où on dirait la partie insight, c'est-à-dire de comprendre et analyser les données et de s'en servir pour des besoins, entre autres, de gouvernance, de conformité, de recherche légale et ces différents services-là. Donc, tel qu'on l'a discuté, vous avez le plus large support de charge de travail disponible. Comme vous pouvez voir, on a la virtualisation, les différents types de fichiers. Comme vous pouvez voir, on supporte un paquet de différents hyperviseurs de façon très, très simple et intégrée dans une seule méthodologie de prise de sauvegarde, peu importe si ça se trouve on-premise avec VMware ou Hyper-V ou dans le cloud chez les différents fournisseurs. Et puis, les différents types de databases aussi. Donc, comme vous pouvez voir, on a une bonne liste de toutes sortes de databases. Ils ne sont pas toutes là en plus. Là. Les applications cloud, des applications SaaS comme Office 365, comme G Suite, Salesforce et autres outils qui sont hébergés dans vos fournisseurs. Les stockages objets, etc. Donc, comme vous pouvez voir, et c'est très, très simple à utiliser. Pour la partie disaster recovery qui gère les réplications, ben, ça permet facilement là, d'orchestrer tout ça, comme vous pouvez voir. Et puis, on a aussi un outil de recherche simple qui permet d'accélérer les opérations d'études pour les utilisateurs. Comme si je cherche par exemple SharePoint,
Il va me proposer des différentes tâches que je peux faire. Donc, l'agent SharePoint, un serveur qui s'appelle SharePoint, une virtual machine qui s'appelle SharePoint. C'est une espèce de raccourci pour rapidement accéder à mes informations. Donc, c'est un peu le résumé de l'interface. Je pense qu'on va passer à la prochaine section. Oui, effectivement. Puis la façon qu'on va le faire, c'est qu'on va avoir des petites démonstrations là, un petit peu éparpillées. À ce stade-ci, je ne sais pas s'il y avait des questions qui ont été posées dans le chat jusqu'à présent. André, est-ce qu'on a des questions jusqu'à présent? En fait, non, je n'ai pas de questions encore pour le moment. OK, parfait. Donc, je vais repartager mon écran. Donc, dans cette section-ci de la présentation, on va regarder un petit peu le cloud et puis ce qu'on fait, la couverture qu'on a au niveau du cloud, puis certaines des features qui sont intéressantes là, par rapport à ce qu'on fait dans le cloud. Donc, pour commencer, parler un petit peu du parcours. Donc, dès les premiers balbutiements du cloud vers le début des années 2010, en fait, Commvault s'est dépêché à être un des premiers ou être un lead, un pionnier pour la protection des workloads cloud et puis de pouvoir utiliser le cloud comme entrepôt de données. Suite à ça, en 2019, on a développé une offre SaaS qui est hébergée dans Microsoft Azure, qui est entièrement gérée par Commvault, dans laquelle vous devenez un utilisateur. Donc, on a vraiment été un des premiers à offrir une solution de grade d'entreprise pour faire la protection des workloads cloud et puis des applications SaaS comme Office 365 en mode backup as a service. Et puis, maintenant, avec la puissance de l'ADN, étant donné que Commvault a toujours été développé dans un code source unique et commun à tous les produits et fonctionnalités qu'on a dans la plateforme, on est en mesure de pouvoir intégrer notre offre Backup as a Service SaaS directement avec Commvault. Donc, pour un client existant qui a déjà du Commvault chez eux, mais qui voudrait par exemple, protéger son Office 365 avec le produit métallique, il va pouvoir le faire et non seulement faire ça, mais pouvoir gérer l'ensemble de ses opérations de gestion de données et de protection à travers la même interface qui est le Command Center que Jérôme a démontré juste avant. Et puis, la constante évolution, constant développement qu'on fait, notre commitment à l'innovation et à la simplicité fait en sorte que la solution elle est prête à adopter des nouveaux workloads et puis des nouvelles technologies. Donc, va pouvoir vous permettre de grandir au fur et à mesure que vous allez avancer vous-même dans votre parcours vers le cloud. Donc, voici quelques cas de figure qu'on supporte dans Commvault. Typiquement, sont dans l'ordre d'adoption que les clients vont avoir. Donc, le premier pas souvent que nos clients vont faire lorsqu'on va parler de gestion de données dans le cloud, c'est qu'ils vont commencer par faire de la sauvegarde vers le cloud. Donc, on va prendre une copie des données qu'on a on-premise. On va souvent remplacer les technologies de tape par un stockage cloud. Et puis, Commvault, directement dans l'interface, on a ça intégré. C'est très simple de pouvoir utiliser le cloud comme entrepôt de données. On a la capacité d'écrire dans tous les tiers d'à peu près tous les fournisseurs de cloud public qui existent, sans avoir besoin d'avoir de l'infrastructure nécessairement qui réside dans le cloud pour pouvoir faire ça. Donc, directement, les mécanismes sont bâtis dans la solution, 100% intégrés. Rapidement, on peut passer de faire nos backups on-premise et en envoyer une copie secondaire dans le cloud là, pour permettre d'avoir un air gap et puis une copie de sécurité là, pour faire face à, par exemple, à un ransomware. Deuxième chose qu'on va voir, c'est qu'il y a des features dans Commvault qui nous permettent de faire la migration des workloads. Donc, à partir d'une sauvegarde, on est en mesure de pouvoir restaurer dans différents formats. Donc, que ce soit une machine physique, on peut la virtualiser à même une opération de restauration. On va pouvoir passer, on va le voir un petit peu plus tard, passer d'un hyperviseur vers un autre, incluant des hyperviseurs cloud. Donc, si on parle de AWS, en fait, on va, et puis de Azure Resource Manager, on va vraiment voir ça comme étant des hyperviseurs, ce qui va pouvoir nous permettre de pouvoir faire des transferts là, et puis certaines choses qui sont vraiment très intéressantes de ce côté-là. Et puis, comme très souvent, on a déjà une copie des données qui sont dans le cloud, bien, à ce moment-là, on peut utiliser cette copie-là qui est déjà dans le cloud pour pouvoir faire la migration de nos workloads vers des environnements infonuagiques.
Par la suite, la prochaine étape, c'est qu'une fois qu'on a des workloads qui résident dans le cloud, on va vouloir protéger ces workloads-là. Donc, on a les mécanismes, les intégrations via API pour pouvoir faire la prise de sauvegarde de la façon la plus efficace possible, plus simple, plus rapide, encore une fois. Et puis, comme Vault, avec les partenariats qu'on a avec les différents fournisseurs, on est toujours un des premiers, sinon le premier, à protéger les nouvelles technologies qui sont mises à disposition par les fournisseurs de cloud public. Comme Jérôme a parlé un petit peu pendant la démonstration, on a aussi des fonctionnalités qui vont nous permettre de pouvoir faire du DR dans le cloud. Donc, soit en utilisant la copie de sauvegarde qui est déjà là, de pouvoir spinner des nouvelles machines de façon rapide depuis les sauvegardes, ou encore de pouvoir synchroniser nos workloads on-premise vers des machines qui sont warm, si on veut, dans le cloud. On a ces capacités-là également. Et puis, la dernière étape, là, évidemment, c'est que de plus en plus, les entreprises commencent à développer des applications maison pour répondre à la demande des clients. Entre autres, les applications mobiles prennent de plus en plus de place là, au sein de nos organisations. Alors, on a la possibilité de pouvoir déployer des environnements de test dev puis de containers avec la mobilité des données entre les différentes locations de façon très simple dans Commvault. Et puis, on va pouvoir le voir un petit peu plus tard là, dans la démonstration, comment est-ce qu'on peut faire ces choses-là. Portabilité des données et des workloads, donc j'en ai parlé un petit peu. À l'heure actuelle, vous pouvez voir à l'écran les différentes choses qui sont supportées. Donc, dans le fond, tout ce qui a une flèche rose, c'est ce qui va c'est là où est-ce qu'on va être capable de faire non seulement une conversion via une opération de backup et restore, mais également de pouvoir faire la synchronisation et puis de l'orchestration pour notre DR, donc autant au niveau du failover que du failback. Donc, de façon native, on peut, par exemple, passer d'une machine VMware qui sera on-premise et puis aller à Azure. Une fois que le service revient disponible on-premise, on peut rebasculer d'Azure vers VMware et ainsi de suite. On peut le faire de Azure à AWS, de AWS à Azure, de VMware à Nutanix à AHV, passant par Oracle VM, Oracle Cloud. Alors, ce sont toutes des choses qu'on supporte et puis la liste de supports et de fonctionnalités ne fait qu'augmenter au fil du temps à chaque feature release qu'on a de notre software. Donc, utiliser et puis automatiser le DR dans le cloud. Donc, dans le fond, c'est vraiment l'automatisation. On va commencer par faire une prise de sauvegarde. Donc, à partir d'une copie de backup, on va pouvoir faire une réplication, soit de simplement envoyer des données et puis de faire une opération de restauration de façon automatique ou avec les fonctionnalités de synchronisation pour pouvoir le synchroniser. Une fois que la donnée a été répliquée à notre machine warm ou à notre site de relève, on va pouvoir évidemment la monter dans le format qui est approprié pour que ce soit fonctionnel et puis faire une vérification des données. Une fois qu'on a vérifié que les données sont utilisables, donc on va faire un power on de la machine ou un power on virtuel pour venir confirmer qu'on est capable de monter la machine, puis on va l'éteindre une fois que ce processus est complété. Donc, en quelque sorte, c'est comme si on avait la possibilité de faire un test au niveau de notre plan de relève en mode continu, automatique. À chaque fois qu'on prend une sauvegarde, qu'on fait une opération de réplication, on va venir faire cette validation des données à la destination pour s'assurer que notre plan de DR est fonctionnel et puis qu'on va pouvoir l'utiliser lorsqu'on va en avoir besoin. Quelque chose qu'on peut voir aussi au niveau de la façon qu'on travaille maintenant, c'est qu'Office 365 a vraiment transformé la façon qu'on travaille aujourd'hui. Donc, il y a plus de 250 millions d'utilisateurs mensuels qui utilisent Office 365, que ce soit Teams pour la collaboration, les différents outils, évidemment Exchange Online, SharePoint Online et tout ça. Mais le risque de perte de données, ça demeure une menace à la productivité de notre organisation. Ce n'est pas parce qu'on est dans le cloud ou en SaaS qu'il n'y a pas de perte de données. Ce qu'on a pu voir, c'est qu'il y a une augmentation des cyberattaques, des cybercrimes, qui est de l'ordre de 400 en 2020. Donc, il y a vraiment beaucoup d'efforts qui est mis de l'avant de par les hackers pour venir faire du tort à nos organisations et puis venir compromettre nos données. Ce qu'on constate aussi, c'est qu'il y a 63 des attaques réussies qui proviennent de l'interne. Et puis, lorsqu'on regarde le facteur humain, les utilisateurs et les administrateurs vont causer 47 des pertes de données dans les applications SaaS. Quelque chose qui est important de pointer ici, ces slides-là parlent de notre solution métallique pour Office 365. Comme vous pouvez voir à droite de la slide,
Microsoft recommande l'utilisation d'une solution tiers pour faire la protection des données d'Office 365. Ce qui est quand même assez surprenant, c'est que malgré la promotion que Microsoft en fait, il y a quand même 81% des entreprises qui n'ont pas de solution de sauvegarde proprement dite pour la solution Office 365. Puis encore plus important, c'est lorsqu'on regarde le modèle de partage de responsabilité du fournisseur. Donc, ce qu'on peut voir ici, ce qui est en gris dans cette slide-là, c'est la responsabilité du fournisseur cloud. Et tout ce qui est en bleu, c'est la responsabilité du client. Donc, en gros, Microsoft ou le fournisseur cloud il est responsable de la disponibilité des applications et de l'environnement de travail. Par contre, ce qu'on peut voir sur cette slide-là, c'est que le client est toujours responsable de la classification et puis de la qualité des données qui se retrouvent dans ces applications-là. Souvent, les gens vont penser que les outils qui sont nativement vont nous aider à nous protéger et que c'est suffisant. Mais on peut voir ici qu'une solution de sauvegarde dédiée va aider à protéger les données contre les ransomware, l'effacement accidentel, la corruption potentielle de données et les autres cyberattaques. Donc, il y a des mécanismes en place, effectivement, qui viennent assurer la disponibilité des services. Donc, on connaît tous un petit peu dans le cloud le local replication, le fait d'avoir 3 copies. Mais ce qui arrive, c'est que si notre copie principale se trouve à être infectée par un ransomware ou qu'il y a des données qui sont effacées ou que c'est corrompu, bien, c'est le ransomware ou les données cryptées, les données corrompues vont être répliquées aussi. Donc, on est quand même susceptible de perdre ces données-là. Et puis, il n'y a aucun mécanisme dans Microsoft qui va venir prévenir l'effacement par un humain. Donc, l'erreur humaine est encore un facteur qui est vraiment très là. Alors, si on regarde un petit peu au niveau de la solution métallique rapidement pour SharePoint Online, OneDrive, Exchange, Teams et plus. Bientôt, on va avoir également le support de Microsoft Dynamics 365 qui va arriver bientôt. Le modèle qu'on propose vraiment avec l'application SaaS, c'est un TCO qui est tout inclus. Donc, ça comprend la protection par utilisateur au niveau d'Office 365. Il n'y a pas de limitation en termes de volume de stockage qu'on peut garder dans nos sauvegardes. Il n'y a pas de limitation non plus au niveau de la rétention. Donc, on peut décider de garder des données de façon indéfinie, définitive ou pour toujours. C'est très performant avec les outils de recherche de e-discovery qu'on a. Donc, on est en mesure vraiment de pouvoir venir faire des restaurations, des récupérations point in time ou out of place. Donc, ce qui peut être très pratique, si on a un utilisateur qui quitte l'organisation, mais qu'on doit accéder au contenu de sa mailbox, on va avoir la possibilité de pouvoir faire une restauration out of place et puis de restaurer le inbox, par exemple, d'un utilisateur qui est parti vers un utilisateur qui aurait besoin de pouvoir le consulter. Donc, on peut restaurer les éléments d'Exchange Online vers un autre utilisateur pour pouvoir s'y référer. Et puis, il y a des mécanismes qui sont inhérents à Commvault au niveau de la conformité. Donc, contrôle au niveau de la robustesse de la solution, la sécurité qui est vraiment renforcée, le e-discovery. Et puis, quelque chose qui est intéressant avec une solution SaaS comme Métallique, c'est qu'il n'y a aucun lien direct qui existe entre l'entrepôt de données ou la solution de sauvegarde et l'environnement de production. Donc, ça vient créer vraiment une copie qui est air-gappée de nos données, ce qu'on n'a pas autrement en utilisant les outils natifs du cloud. Alors, comparer un petit peu le TCO, les choses qu'il faut prendre en compte lorsqu'on va utiliser une solution logicielle traditionnelle, c'est qu'évidemment, il y a des coûts de départ. Donc, il faut faire l'acquisition non seulement du logiciel, mais également des composantes d'infrastructure. Il y a souvent du hardware qui est impliqué, des serveurs, du stockage. Il faut faire les configurations initiales, évidemment, l'installation, le déploiement, l'optimisation de la plateforme. Il y a de la maintenance récurrente, donc ça entraîne des coûts, ça aussi, que ce soit au niveau de la panne d'équipement, faire l'upgrade du matériel, devoir provisionner plus de stockage parce qu'on a rempli les systèmes qu'on a déployés dans l'environnement à l'heure actuelle. Et puis, il faut faire de la maintenance qui est vraiment cédulée et puis récurrente vraiment à tous les temps. Donc, il faut s'assurer d'avoir une bonne cédule de maintenance. Et puis, il y a des coûts d'administration aussi qu'il faut prendre en considération. Lorsqu'on regarde une solution comme Métallique, c'est un modèle qui est vraiment tout inclus. Tout ce que vous faites dans cette solution-là, c'est opérer la solution. Donc, dans le fond, vous êtes responsable de faire vos opérations de sauvegarde, de les paramétrer et puis de faire les opérations de restauration, ni plus ni moins.
Si on regarde certains des avantages que Commvault a pour votre parcours sur le cloud, bien, ça passe par la plus vaste couverture technologique de l'industrie avec une intégration directe. Au niveau des clouds publics, Azure, AWS, Google, Oracle, IBM Cloud et plusieurs autres, on en supporte 53 différents en date d'aujourd'hui. On a la possibilité de pouvoir faire la mobilité des données, donc de faire des restaurations qui sont cross-platform ou d'un hyperviseur à un autre ou d'un cloud à un autre. La capacité de protéger puis migrer des données puis des workloads qui sont legacy, donc traditionnels, à partir des sauvegardes, encore une fois, pouvoir amener un workload traditionnel qui est on-premise et pouvoir l'amener dans le cloud ou bien non, de transférer des données dans les applications SaaS. On a la possibilité de faire ça. La protection d'Office 365, G Suite, Salesforce, puis bientôt Dynamics 365. Donc, ça, c'est des choses qui sont intégrées dans une seule et même plateforme. Si on regarde la majorité des autres solutions qui sont disponibles sur le marché, ce sont toutes des solutions de pointe qui ne sont pas nécessairement intégrées. Alors qu'avec Commvault, vous avez vraiment une plateforme unique, complètement intégrée, simple à utiliser, qui vient vraiment couvrir le spectre complet de ce qu'on a besoin de protéger. J'en ai parlé rapidement tantôt, donc il y a une gestion efficace au niveau des coûts d'exécution dans le cloud. La fonctionnalité de Power Management fait en sorte qu'on peut arrêter ou allumer les composantes d'infrastructures infonuagiques qu'on aurait dans Commvault lorsqu'elles ne sont pas utilisées. On a la possibilité d'étendre les infrastructures pour pouvoir augmenter les performances de façon ponctuelle. Donc, c'est vraiment basé sur la demande. Puis comme le cloud, ben, on peut scale up, scale down, bien encore là, ça vient contribuer à contrôler les coûts parce qu'on va pouvoir gérer le nombre de ressources qui est utilisé en fonction de la demande. Donc, tout ça dans le but encore là d'avoir une solution le plus simple possible, le plus efficace et puis de mieux pouvoir prévoir et contrôler nos coûts. L'autoscaling qu'on a parlé un petit peu, qui va venir faire la création de proxy on-demand pour augmenter la performance en période de pointe. Gestion efficace des coûts de stockage. Donc, il n'y a aucune infrastructure avec Commvault qui est nécessaire pour stocker des données dans le cloud. C'est sûr que si on a des workloads à protéger, il peut y avoir une infrastructure qui est impliquée, mais autrement, si on veut se servir du cloud comme un entrepôt de données, on n'a pas besoin de déployer d'appliance, pas besoin d'avoir quoi que ce soit qui réside dans le cloud. Directement via les API, on est 100% intégré et puis on est en mesure de pouvoir écrire dans tous les tiers de tous les fournisseurs, de pouvoir faire la déduplication à la source, at rest, donc vraiment une déduplication qui est globale. Le service Metallic Cloud, tout inclus, qui est un modèle qui est très, très prévisible, qui va nous permettre de mieux contrôler nos coûts et puis qu'il n'y a pas de frais surprises au niveau de egress, transactions, get, put, etc. Puis évidemment, comme je le disais, la déduplication, la compression, puis le chiffrement sur tous les tiers de disques. On est vraiment en mesure de consommer du stockage cloud de la manière la plus efficace avec le plus petit footprint possible. Alors maintenant, on va passer à la démonstration de certaines des fonctionnalités cloud qu'on a. Donc, Jérôme, si tu veux reprendre le contrôle. Bien sûr. Donc, je vais vous montrer dans l'interface essentiellement le même parcours que Eric vient de décrire. Donc, la première étape, souvent pour une infrastructure qui commence à faire du cloud, c'est de commencer à stocker une copie de ces données dans le cloud. Avec Commvault, c'est extrêmement simple. Donc, si on veut établir un stockage cloud avec une infrastructure Commvault, on n'a qu'à venir ajouter un stockage et puis on a différents choix. Donc, le Metallic Cloud Storage, c'est celui dont Eric vient de parler, qui est, dans le fond, la version fournie par Commvault en mode SaaS, qui une espèce de tout inclus. Donc, c'est super simple à configurer. On donne un nom, on définit la souveraineté des données. Donc, quand on va sélectionner Canada, bien sûr, les données vont rester au Canada. Et puis, ces données-là vont automatiquement, ça va créer un stockage qu'on peut ensuite utiliser pour nos copies de backup ou etc., notre archivage et nos copies de Commvault. Donc, on peut faire une copie on-prem, avoir une seconde copie dans Metallic de cette façon-là, de façon extrêmement simple. Puis cette copie-là est automatiquement chiffrée avec des clés qui sont sous le contrôle de Commvault. Si vous décidez d'utiliser de votre propre fournisseur infonuagique, il suffit d'ajouter une copie cloud ici. Et puis, à ce moment-là, on supporte la plupart, en fait, pas mal tous les clouds populaires et moins populaires du marché. Et puis, tous les tiers disponibles chez tous ces fournisseurs-là. Puis là, on peut configurer différents
pool selon vos besoins. Et puis, à ce moment-là, ça permet de directement écrire de façon native dans les stockages cloud de votre tenant que vous fournissez vous-même. Donc, une fois qu'on a établi nos stockages cloud, donc, la deuxième étape du parcours traditionnel pour le parcours vers le cloud va être de commencer à faire de la migration. Dans le cas ici, le cas le plus fréquent, c'est la migration des machines virtuelles vers un environnement IaaS. Donc, avec Commvault, c'est très, très simple, comme Eric le disait. On supporte tous les hyperviseurs et les clouds sont considérés comme des hyperviseurs comme n'importe quel autre. Et puis, on peut faire la conversion de ces VM-là de façon très simple en faisant tout simplement une tâche de récupération. Donc, si je prends par exemple une machine virtuelle ici qui s'appelle SharePoint, qui est une machine VMware qui roule on-prem, je peux faire une job de récupération. Là, j'ai les différents types de récupération. Mais dans notre cas, on veut récupérer la machine au complet. Puis là, ici, au lieu de spécifier en place, je vais spécifier out of place, donc ailleurs. Et puis, je vais pouvoir sélectionner mon hyperviseur de destination, dans ce cas-ci, Azure. Donc, parce que j'ai un environnement Azure de connecter dans mon environnement Commvault, je suis en mesure de faire cette récupération-là directement. Puis Commvault va faire la conversion de mon format VMware au format Azure on the fly pendant la job de restart. Donc, ça permet de commencer à faire la migration de vos workloads de votre environnement VMware à un fournisseur cloud de façon très, très simple. C'est une job de backup puis de restart, tout simplement. Puis on le fait aussi pour d'autres workloads comme les databases, etc. Donc, souvent, la troisième étape va être de commencer à faire des sauvegardes dans le cloud. Mais comme on le voit déjà, on est en mesure de configurer des hyperviseurs comme Azure, Amazon, Google, etc., puis de pouvoir commencer à utiliser ces mêmes fonctionnalités-là de backup qu'on utilise avec VMware pour protéger des machines dans Azure. Même chose pour nos databases en mode PaaS. On supporte la protection des instances cloud, donc les Cloud DB. Donc, on a les différents types de databases disponibles en mode PaaS qu'on est aussi capable de protéger directement dans Commvault. Ainsi que les stockages objets et autres types de données comme les Kubernetes que vous pourriez avoir. Bien sûr, il y a vos applications SaaS. La plus populaire, bien sûr, Office 365. On a cette protection-là complètement intégrée dans la même interface, la même infrastructure. Puis, je vais quand même vous montrer aussi la même chose, mais dans le service métallique. Ce que vous voyez ici, c'est une console d'une infrastructure Commvault traditionnelle, si vous voulez. Elle pourrait être sous forme d'appliance ou sous forme d'installation de logiciels traditionnels qui soit on-premise ou installé dans une infrastructure cloud. Et si vous décidez d'aller vers le service métallique, qui à ce moment-là est comme Eric le disait, un service tout inclus, où vous n'avez pas vraiment d'infrastructure à gérer. L'infrastructure, le stockage est fourni dans le service, mais ça se présente à peu près de la même façon. Donc, si je vais dans un exemple de Office 365, et que je veux faire la récupération, bon, il fallait que je me délogue pour que... Et voilà. OK. Donc, ce que vous pouvez voir ici, les applications Office 365 dans Metallic. Et puis, c'est encore là très, très simple à utiliser. Si on veut faire une récupération, je vais vous montrer un exemple d'un élément dans une boîte. On peut récupérer une boîte au complet ou des éléments granulaires en tout simplement explorant le contenu et pouvoir sélectionner un ou plusieurs fichiers ou un dossier et de faire une tâche de récupération qui peut être en place ou ailleurs.
Donc, dans une autre boîte, comme Eric disait tantôt, le cas de figure où un utilisateur aurait quitté l'organisation, mais qu'on a pris des backups dans Metallic ou dans Commvault et qu'on veut donner accès à ces informations-là ou récupérer ces informations-là, mais les envoyer dans la boîte d'un autre utilisateur qui est encore dans notre organisation. On peut facilement le faire de cette façon-là. Comme vous pouvez voir aussi, bien sûr, on a OneDrive, puis on a aussi Teams qui est de plus en plus utilisé dans les organisations. Et notre agent Teams est extrêmement granulaire, donc on peut récupérer un Teams au complet ou des éléments granulaires à l'intérieur, incluant des posts, des conversations, des fichiers, des wikis, etc. Donc, encore là, très simple à utiliser avec la possibilité de restaurer en place ou dans un autre team, dans un autre channel. Donc, ça, c'est pour la sauvegarde dans le cloud. Comme vous pouvez voir, avec Metallic, très simple. En fait, c'est la configuration qu'on voit souvent. C'est une combinaison des deux. Donc, des gens qui ont encore une infrastructure on-premise sur site pour lesquels ils ont des charges de travail qui ne sont pas prêtes tout de suite à envoyer dans le cloud. Une installation comme votre peut aider à protéger rapidement et à préparer pour le futur, ainsi qu'à facilement avoir une copie externalisée dans le cloud de ces données-là grâce à Metallic. D'un autre côté, pour les charges de travail qui sont déjà dans le cloud, telles que Office 365, Salesforce et autres bientôt Dynamics, bien, ça fait du sens à ce moment-là d'utiliser un service de protection en mode SaaS où les données, de ramener ces données-là dans un site on-prem ne fait pas toujours de sens. Et puis, on n'a pas toujours l'espace, la bande passante et l'infrastructure pour le faire. Donc, envoyer ça dans un service SaaS fait beaucoup de sens. Puis, un client qui aurait une combinaison de ces deux services-là pourrait tout simplement avoir toute la gestion intégrée dans la même console. Donc, ce n'est pas nécessaire d'être obligé de gérer ça séparément. Pour ce qui est du disaster recovery dans le cloud, je vous ai montré tantôt qu'on était facilement capable de convertir des VM d'un format à l'autre. Mais avec la fonction disaster recovery, ce qu'on est capable de faire, c'est d'orchestrer le processus puis l'automatiser. Donc, ici, on peut voir un exemple de VMware to Azure. Donc, c'est une machine qui existe sur VMware, qui est prise en backup, mais grâce à notre fonctionnalité de réplication, cette VM-là, elle est répliquée dans Azure, convertie automatiquement et de façon orchestrée aux 4 heures, on fait une mise à jour des données à l'intérieur de la VM. Donc, la VM, on fait une espèce de différentiel pour transférer les nouvelles données qui sont arrivées dans cette VM-là à tous les 4 heures dans la VM de destination qui, elle, est prête à démarrer. Donc, on n'a pas besoin de la restaurer, elle existe déjà. Puis, il suffit de faire un failover pour transférer la charge de travail de on-prem vers Azure, dans cet exemple-ci. Donc, on peut faire un plan failover où il va finir de répliquer les dernières données puis faire le failover ou un unplanned failover dans le contexte d'un disaster recovery où il va tout simplement démarrer la VM à la destination pour vous remettre en fonction rapidement. Et ça peut être fait sur des grands groupes de machines, si vous voulez. Ce n'est pas nécessairement une tâche un pour un. Là. On peut orchestrer le processus. Finalement, la dernière étape du chemin vers le cloud, c'est souvent la partie plus DevOps. Donc, de commencer à développer des applications directement dans le cloud en mode natif. Et pour ces applications-là, ben, on supporte aussi toute la protection de ces applications-là, qui soient dans des VM, qui soient dans des stockages objets directement. On peut protéger. On a la protection des environnements Kubernetes, que ce soit dans Amazon, dans Azure ou autre plateforme qui est standard. On supporte aussi la protection, comme vous pouvez voir, on a GitHub, DevOps et compagnie pour les environnements de développement. Puis nos environnements Big Data qui sont de plus en plus populaires pour l'analytics puis les data lakes.
Donc, on peut ajouter vos data lakes préférés, incluant ceux de Azure et d'Amazon. Donc, Eric? Je ne sais pas si tu es sur mute. Bon, OK. Je ne sais pas pourquoi Teams et mon casque d'écoute, les deux étaient sur mute. J'ai démuté mon casque d'écoute, mais j'étais encore en mute dans Teams. Désolé pour ça. Merci Jérôme pour la démonstration. Juste une petite chose que je voulais ajouter ici, c'est comme vous avez pu le voir, la console d'Office 3 métallique et celle d'on-premise, elle est vraiment identique. On met beaucoup d'emphase chez Commvault là-dessus pour s'assurer que l'expérience de nos utilisateurs et des clients va être similaire à travers tous les produits du portfolio. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'on trouve qui est très, très important. Et puis, ça vient évidemment, là, je parlais de l'ADN tantôt dans la présentation, c'est le même ADN, c'est le même code en quelque sorte qui roule dans Metallic. Donc, l'intégration avec l'environnement on-premise pour les clients existants ou qui ont des charges de travail on-prem à protéger se fait vraiment de façon similaire. Les fonctionnalités, la façon, la méthodologie est vraiment la même d'une plateforme à l'autre. Donc, on a vraiment une expérience qui est consistante à travers tous les produits du portfolio. Ce que je voulais dire. Est-ce qu'il y a des questions jusqu'à maintenant, André? Non, j'ai toujours pas de questions. OK, parfait. Je vais reprendre le contrôle. Alors maintenant, on va parler un petit peu des ransomware. Donc, c'est un sujet qui est chaud. On le voit tous dans les journaux, aux nouvelles. Il y a beaucoup d'organisations qui sont touchées par des ransomware. Et puis, ce qui arrive, c'est que très souvent, les gens les entreprises ont souvent même de la misère à s'en remettre. Alors, je pense on peut tous convenir que ce n'est plus une question de est-ce que je vais me faire frapper par un ransomware, mais plutôt de savoir quand est-ce que je vais me faire frapper par un ransomware et encore plus important, comment est-ce que je vais être capable de me relever de ça et de reprendre mes activités le plus rapidement possible pour minimiser l'impact sur l'entreprise. Donc, prêt à faire face aux cybermenaces. Donc, pour pouvoir pallier à tout ça, à la montée croissante là, des cyberattaques, des cybercrimes, mais ça prend une solution qui est prête. Dans la plateforme Commvault, il y a plusieurs éléments et beaucoup d'emphase qui a été mis sur sécuriser la plateforme, de pouvoir faire la validation puis l'optimisation des données à la destination pour pouvoir réduire le risque et s'assurer qu'on est prêt à pouvoir faire face ou à répondre à une menace de façon le plus rapide possible pour minimiser les impacts. Il faut que ce soit une solution qui est intégrée, donc disponible dès le jour zéro, out of the box. C'est ce qu'on offre chez Commvault. Et puis, au fil du temps, avec ce qu'on a vu, le nombre de clients qu'on a, il y a plus de 100 000 organisations qui font affaire avec Commvault. Et puis, on a développé vraiment une expertise prouvée en matière de réponse à des incidents majeurs. Développer plusieurs services alentour de ça, notamment pour faire des assessments de vos environnements, à savoir si vous êtes prêt à faire face à une mesure, à une attaque ou à une menace potentielle, et puis s'assurer que vous êtes prêt à vous relever, et puis de vous donner des pistes et des solutions, mettre en place des mécanismes qui vont permettre d'arriver à y faire face. Donc, Commvault a vraiment la confiance de ses clients pour ça. Et puis, on a vraiment développé l'expérience. On a aidé plusieurs organisations qui ont été frappées par des ransomware à se relever rapidement de ces choses-là. Alors, certains des choses, donc on va le voir un petit peu plus tard dans la démonstration, Jérôme va nous montrer ces rapports-là. Donc, on a ce qu'on appelle le Security Assessment. Donc, il va venir vraiment regarder tous les mécanismes qui font partie de Commvault, est-ce qu'ils sont mis en place dans votre environnement? Et puis, ça va pouvoir vous permettre d'accéder rapidement avec des liens à la documentation ou à des suggestions ou à des fenêtres de configuration pour pouvoir mettre en place les mécanismes de protection et de sécurité. Donc, certains des éléments au niveau des accès, on supporte des solutions de single sign-on, on a du multi-factor authentication, on supporte des solutions de third party. Il y a aussi une solution qui est built-in au niveau du two-factor authentication. Il y a des mécanismes qui font en sorte qu'on peut limiter le nombre de tentatives pour pouvoir se connecter. Au niveau des outils,
des audits. On est en mesure de pouvoir identifier rapidement les utilisateurs périmés. S'il y a des comptes existants qui ne sont plus nécessaires, on est en mesure de pouvoir les identifier rapidement. Et puis, chaque opération qui est faite dans Commvault est inscrite dans un journal. Donc, on est en mesure de pouvoir faire le forensic un peu des choses qui sont passées dans la plateforme. Au niveau de la protection des clients, bien, il y a différentes méthodes qu'on peut protéger, que ce soit en utilisant des snapshots, en utilisant des agents natifs qui sont installés sur les clients comme tels, avec le chiffrement, donc l'encryption de bout en bout. On supporte plusieurs types d'encryption. Les plus populaires aux moins populaires, avec notamment le AES 256 qui est supporté. Et puis la plateforme, par définition, dès le départ, on a renforcé les mécanismes en éliminant des protocoles qui n'étaient pas nécessaires, en éliminant des configurations superflues qu'on n'avait pas besoin pour faire fonctionner la plateforme. Donc, on a vraiment une solution qui est très, très solide, très sécurisée et puis qui va prévenir de se faire infecter, là, que nos copies de sauvegarde, du moins, soient infectées par des ransomware, par exemple. Au niveau des contrôles, on a ce qu'on appelle l'approbation multiple. Donc, il y a des workflows qui existent, qui sont disponibles dans la plateforme, qui sont encore une fois built-in, out of the box. On peut les mettre en place. Ce que ça va faire en sorte, c'est que, si par exemple, on avait un utilisateur malicieux qui tentait d'effacer des données de sauvegarde ou d'effacer un plan de protection pour pouvoir effacer les données, le système va générer une chaîne d'approbation. Donc, l'utilisateur va pouvoir faire la tâche, appuyer sur le bouton Delete, mais quand il va confirmer qu'il veut faire la tâche, ça va générer des courriels qui vont être envoyés à une ou plusieurs personnes. Et puis, ces personnes-là vont devoir approuver l'effacement ou la modification avant que le système le fasse. Donc, ça vient nous protéger un peu contre des erreurs humaines potentielles ou contre les utilisateurs internes malveillants qui voudraient intentionnellement faire du tort à l'organisation. Au niveau du renforcement de la plateforme, on s'appuie sur plusieurs principes, notamment le National Institute of Standard and Technology. On a également le CIS et puis les principes STIG qui sont mis de l'avant. Donc, on a les certifications pour ces trois organismes-là ou ces trois façons de faire-là qui sont mis de l'avant dans notre plateforme dès que vous ouvrez la boîte, configurable jour 1. Donc, si on regarde un petit peu plus encore, donc certaines des choses qu'on a. Une des fonctionnalités qu'on a, c'est ce qu'on appelle File Anomaly Monitoring. Donc, on va détecter les anomalies. Le système a un algorithme d'intelligence artificielle et puis de machine learning qui va s'adapter à votre environnement pour pouvoir faire une surveillance en continu, mais aussi de pouvoir déclencher des actions qui vont être prises, qui vont être adaptées aux critères que vous allez définir et puis qui vont être propres à votre environnement. Donc, on va accumuler, si vous voulez, sur un premier 7 jours, par exemple, un baseline de statistiques de votre environnement. Donc, regardez le volume de données, le nombre de fichiers que vous avez dans votre environnement, le taux de changement lorsqu'on passe pour faire les sauvegardes. C'est toutes des données qui sont mis dans notre baseline. Et puis, à chaque fois qu'on va faire une opération de protection, on va venir comparer les nouvelles données entrantes, si on veut, avec ce baseline-là. Et puis, si on remarque qu'il y a quelque chose qui est anormal, on va générer une alerte et puis bloquer, en fait, l'opération pour être sûr qu'on ne vienne pas infecter les librairies de stockage qui se trouvent en back-end. Autre mécanisme qu'on a pour prévenir que les librairies de stockage soient encryptées, c'est qu'on peut sécuriser ce qu'on appelle les mount paths. Donc, depuis nos serveurs Media Agent ou depuis les composantes qui sont les data movers, on peut venir bloquer l'accès aux librairies de stockage. Il y a juste les protocoles de Commvault qui sont en mesure de pouvoir modifier, altérer ou accéder aux données qui sont sur nos librairies de stockage. Donc, c'est un autre mécanisme qu'on a pour venir prévenir que ça puisse faire ça. Autre chose qu'on peut faire, c'est que built-in dans la solution, il y a des éléments de networking et puis firewall qui sont configurables pour venir créer de l'isolation entre des sites distants. Donc, on peut vraiment avoir un air gap entre deux sites, un air gap logique, et puis on peut aller un peu plus loin, comme on en parlait au niveau du cloud. On fait le power management pour les composantes qui sont cloud, mais si vous aviez 2 data centers où est-ce qu'il y aurait de l'infrastructure comme Vault qui roule dans 2 centres de données différents, on peut également gérer le power on,
le power off de ces composantes-là. Alors, on pourrait vraiment venir fermer complètement la librairie, ce qui créerait un air gap physique à ce moment-là avec une copie qui est sécurisée distante. Donc, c'est des mécanismes qu'on peut mettre en place vraiment pour protéger contre les ransomware. On peut voir ici certains détecteurs, donc comme je le disais, les changements qui peuvent arriver sur les données frontales. Est-ce qu'il y a des changements au niveau des backups? Est-ce qu'on a un nombre anormal de failles ou de failures au niveau de nos backups? Est-ce que nos jobs roulent pour plus longtemps? Est-ce que notre queue se remplit et que c'est pas normal que ça se passe comme ça? Est-ce qu'on a essayé d'accéder à un client, puis là, oups, pour une raison obscure, on n'a pas accès, on n'est pas capable d'aller faire l'opération de protection. Et puis, lorsqu'on installe un agent sur un client, on installe aussi ce qu'on appelle un honeypot file. Donc, il y a un petit fichier tout petit qui est légitime qu'on va monitorer à raison d'une fois aux 4 heures. Et puis, la minute qu'il y a un changement ou une altération qui est faite sur ce fichier-là, on va être en mesure de pouvoir venir bloquer le processus et puis de générer des alertes pour vous laisser savoir qu'il y a quelque chose de pas normal qui se passe dans l'environnement. Alors, c'est réduire le risque, minimiser l'impact. Donc, vraiment, quand on va parler de sécurité et de ransomware, c'est important d'avoir un plan. Donc, il ne faut pas attendre de se faire frapper avant de réagir. Il faut vraiment développer une stratégie alentour de ça sur comment est-ce qu'on va se relever. Alors, vraiment voir à se créer un plan, comme je viens de le dire, faire en sorte qu'on a les mécanismes qui vont prévenir en périphérie qu'on peut se faire infecter par un ransomware. Il faut monitorer en permanence nos environnements, autant en périphérie qu'en dedans. Être capable de faire la restauration des données. Donc, on le montait tantôt, c'est avec les opérations de LiveSync et puis de validation des données à destination, s'assurer que les données, on a au moins une copie qui est saine et qui est récupérable. Et puis, le plus important, c'est de faire des tests continuels. Les éléments et les fonctionnalités de Commvault peuvent vous aider à établir chacune de ces étapes-là, d'automatiser tout ça. Et puis, pour ce qui est de tester le plan, avec les fonctionnalités qu'on a de validation à la destination, justement, on est en mesure de pouvoir faire une validation en continu, en temps réel, et puis de sortir les rapports qui vont nous permettre de démontrer à notre organisation ou à des autorités de législation ou de régulation qu'on est effectivement conforme à ce niveau-là. Donc, c'est un petit peu ça que je voulais mentionner au niveau des ransomware. Maintenant, on va repasser à Jérôme qui va vous montrer le Health Assessment et puis le Security Assessment aussi. Juste avant, il nous reste 2 minutes, là, donc on va peut-être déborder un petit peu. Donc, s'il y en a qui quittent, on va vous faire parvenir là, quand même un lien vers la présentation, donc vous pourrez la réécouter. Puis s'il y a des questions par la suite, moi je vais rester disponible, mais si vous ne pouvez pas vous libérer, vous pourrez les reposer par courriel, puis on va vous répondre. Alors, Jérôme, je te laisse. Oui, donc Éric a parlé du bilan de santé. Donc, ici, vous avez sur votre dashboard le bilan de santé de votre environnement Commvault. C'est ce rapport-là ici qui donne rapidement l'état, puis qui vous permet de cliquer puis d'aller voir qu'est-ce qui se passe dans votre environnement. Celui qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui, c'est la partie sécurité, donc Security Assessment, qui nous donne en fait des éléments de configuration pour vous assurer d'être optimal dans votre protection contre tous les événements de sécurité, mais entre autres ransomware et attaques et cyberattaques et compagnie. Donc, on voit ici qu'il nous montre les configurations qui sont recommandées, puis l'état dans lequel vous êtes, puis il vous donne aussi des outils qui vous permettent de prendre action pour améliorer la situation. Donc, on voit ici, comme par exemple, authentification à 2 facteurs qui est actuellement pas activé dans mon environnement, puis il me propose ici un lien qui me permet de l'activer. Puis on a aussi la protection ransomware, la détection d'anomalies, la disponibilité d'un backup de disaster recovery dans un autre site, etc. Donc, c'est un outil qui est vraiment très intéressant pour voir à quel point on est prêt pour un futur événement qui pourrait arriver. Je voulais vous montrer aussi, on a le Unusual File Activity qui était expliqué tantôt, qui est basé sur un système de machine learning
et puis qui permet d'avoir l'information sur un client, sur le comportement normal d'un client, puis qu'est-ce qui sort de l'ordinaire. Puis on voit ici les fichiers créés, les fichiers renommés, les fichiers effacés, puis les fichiers modifiés. Puis on voit qu'il y a une trend qui s'est établie à chaque jour. On en change une certaine quantité. Puis quand il va y avoir une anomalie qui sort de l'ordinaire, ça va déclencher une alerte. Et puis, ça va envoyer un événement puis une alerte aux administrateurs concernés pour pouvoir regarder puis prendre action. Une fois que ça a été déclenché, on peut facilement regarder les dossiers dans lesquels il y a eu de l'activité. Puis on a carrément des actions qui sont possibles à prendre pour facilement revenir ou rapidement revenir à un état fonctionnel. Donc, c'est des outils qui sont extrêmement utiles en cas de problème là, pour déceler d'où vient la source puis de rapidement réagir avant que ça se propage partout. Donc, c'est ce qui complète cette présentation. Puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les envoyer. Ça va nous faire plaisir de répondre. Alors, à ce stade-ci, est-ce qu'on a des questions, André, ou si... Non, j'ai toujours pas de questions. Merci, merci Jérôme, merci Eric pour la présentation. Donc, si vous avez des questions, je ne sais pas si on peut voir pour débloquer vos micros. S'il y en a qui veulent poser des questions, ou sinon, vous pouvez toujours les écrire dans le chat. Alors, je pense qu'on n'a pas de questions. Pour l'instant. Donc, si vous avez des questions plus tard, vous pouvez toujours les poser là, par courriel, puis on va être en mesure là, de vous répondre. Alors, je vous remercie beaucoup là, d'avoir participé ce matin à notre webinaire.